Bonjour tout le monde. Merci d'être tous venus dans la salle Netlinking Lully pour assister à cette première conférence de la matinée. Bonjour à ceux qui sont en ligne également, que nous saluons tous depuis Versailles. Donc, ce matin, je vais vous présenter la conférence qui suit, intitulée « Stratégie de contenu, ces erreurs qui sabordent votre ROI ». Alors déjà, qui suis-je? Je ne sais pas. Hop. Ah, ça y est. Je suis Sipai Wang Bei, consultante SEO, surtout avec une forte expertise éditoriale. Et je suis la fondatrice d'une agence qui s'appelle Assonance, qui est basée à Reims. Nous sommes une petite mais forte équipe de 5 personnes qui seront enchantées de discuter avec vous si vous en avez l'occasion. Aujourd'hui, ce qu'on va faire plus précisément, c'est vous apporter un retour d'expérience sur toutes ces petites choses qui nous ont frustrés, qui nous ont peinés lors de projets de stratégie de contenu, de mise en place de contenu en ligne, mais surtout qui ont fait perdre de l'argent au final pour des boutiques auxquelles on aurait pu penser en amont. Avec ça, l'idée, c'est de pouvoir se faire des conclusions, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de moins bien, quelles ont été nos erreurs, et finalement, peut-être pour vous, sortir de la salle avec une petite checklist des choses auxquelles penser avant de démarrer un projet, ou bien de monter votre niveau de vigilance à chaque fois. Pourquoi avoir une approche ROI? Avoir une approche ROI, c'est finalement miser sur la rentabilité, au sens où nous, en tout cas dans notre métier qu'on fait chez Assonance, on est une entreprise de prestation de services. Donc finalement, là c'est le discours qu'on apporte aux gens, c'est de dire, ok, nous faisons des contenus, mais nous faisons surtout du marketing. Nous produisons, nous concevons, nous conseillons pour des contenus, mais la finalité, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est pour qu'une personne vende plus, qu'elle soit mieux connue, qu'elle valorise sa marque employeur, qu'elle puisse avoir une meilleure autorité sur son marché? Donc finalement, la vraie finalité, elle est là. C'est pas, on ne s'arrête pas, en tout cas dans notre vision à nous, on ne s'arrête pas au fait de livrer un contenu et qu'il soit mis en ligne. C'est l'idée de voir à quoi il sert vraiment. Avoir une logique de ROI, elle est utile pour pouvoir arbitrer au niveau des stratégies et de se dire quelle décision je prends. Parce que quand on conçoit une stratégie, on peut se dire, il y a un peu le meilleur des mondes où on veut voir tout faire, on va vouloir exprimer sa créativité avec plein de médias, etc. Mais finalement, est-ce bien utile par rapport à notre besoin du jour et surtout nos moyens du jour? Parce que le ROI, finalement, c'est une question de moyens déployés. Le ROI, donc retour sur investissement, c'est le ratio entre les moyens que je mets en place et ce que je gagne. Quand je parle de moyens mis en place, ce sont à la fois des moyens financiers, donc le coût potentiellement dépensé pour le déploiement d'une stratégie, mais aussi le moyen humain. Ne mettons pas de côté l'énergie humaine qu'on déploie pour un projet, parce que c'est aussi de la fatigue, etc. Et ça peut créer finalement peut-être un désengagement auprès de votre équipe, parce que ce projet, il nous a saoulés, quoi. Parfois, ça arrive, je suis désolée. Donc, le niveau de rentabilité, c'est vraiment... Alors, c'est une question que nous, on rencontre souvent au début d'un projet, surtout au niveau des appels d'offres, de la mise en place de devis, de négociations commerciales. Il y a toujours quelqu'un dans la pièce qui nous dit « Oui, mais qu'est-ce que ça va me rapporter ?» Écoute, si tu ne sais pas combien c'est censé te rapporter, pourquoi tu nous appelles, déjà? Ensuite, ça nous pousse vraiment, nous, à nous poser cette question de quel est notre travail et quelle est la valeur de notre travail. Quelle est la valeur que nous proposons aux gens en tant qu'entreprise de service, mais surtout en tant que personnes qui ont une profession éditoriale, qui ont un métier très spécifique. Quelle est la valeur qu'on apporte aux gens? Et ça, c'est un vrai questionnement, et ce sont finalement les choses que l'on doit argumenter quotidiennement auprès de nos clients, de nos partenaires, mais aussi en interne, un peu pour motiver les troupes. Et il y a vraiment une question d'engagement, sachant qu'au niveau des budgets, il y a toujours à un moment donné aussi la notion du prix. Combien ça va me coûter? Question légitime, hein, vraiment. Vous voulez savoir combien ça coûte avant de signer? C'est normal. Et notre idée, c'est de dire que
le prix, finalement, peu importe. Ce n'est pas le prix qui compte finalement, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Un prix qui est compris, quand on comprend ce qu'il y a, quelles sont les composantes d'un prix, finalement, on est toujours un peu plus apte à potentiellement signer ou pas. Et surtout, on est plus apte à négocier sur des vraies bases, pas juste sur un montant numéraire qui finalement est relativement vague et représente pas forcément grand-chose. Et le montant des budgets, c'est toujours une question. Et surtout, quand on connaît sa valeur, quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses, on est en mesure d'établir des budgets qui sont plus plausibles, plus crédibles et surtout plus adaptés à un besoin sur un instant T. Donc, faisons le point. Combien coûte une stratégie de contenu avant de parler de rentabilité? Il y a le coût technique. Alors, quand je vous dis qu'on essaye de voir plus global que la rédaction elle-même, voilà, donc le coût technique, la mise en place, l'hébergement. De temps en temps, on a des clients qui nous disent oh, « Est-ce que ça ne serait pas trop bien de mettre en place plein de sites internet pour valoriser notre référencement et déployer des magazines un peu partout ?» Je dis bah, « Oui, très bien, vous pouvez le faire. En fait, c'est peut-être même une très bonne idée. Mais combien ça va vous coûter vraiment? Parce que souvent, l'idée, c'est de voir à quoi pense vraiment la personne derrière. Elle pense à une action un peu coup de poing sur un instant T, mais a-t-elle pensé au coût de maintenance? Au coût de maintenance des serveurs, au coût de maintenance de l'hébergement, au coût de mise à jour, aux licences de logiciels? A-t-elle pensé à tout ce qui était mise à jour, même quotidienne, mise à jour des informations, d'amélioration des sites, etc. Donc ça, c'est un coût à prendre en compte. Et le truc, c'est que quand on déploie une stratégie de contenu, prendre en compte ce qui va nous coûter sur le court, moyen et long terme, ça fait partie du calcul de rentabilité. C'est très important. Le coût stratégique, audit, étude, le nombre de fois où finalement il y a du temps qui est passé en audit et en étude, mais où des recommandations sont finalement disproportionnées par rapport aux ressources qui sont en place ou les ressources qui sont disponibles pour les mettre en place. Et il y a toujours cette frustration de se dire « Ah oui, en fait, je pourrais faire tout ça, je pourrais faire tout ça, c'est créatif, c'est génial, c'est magnifique, mais en fait, je n'ai pas les moyens. » C'est comme si vous aviez un appartement et que quelqu'un arrivait et dit « Bonjour, on va le transformer en villa. » Ben ouais, mais j'ai pas les moyens en fait. Si vous avez les moyens, tant mieux de le transformer en villa, mais peut-être que vous n'avez pas l'espace dans votre quartier pour détruire les bâtiments autour. Enfin voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte les moyens les ressources qui sont disponibles à la base, sinon on ne peut pas avancer. Tout ce qui est tracking de suivi de performance, suivez-les bien parce que quoi de plus frustrant d'avoir des données qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas si fiables que ça? Comment on peut mesurer la rentabilité, l'effort et les résultats lorsqu'on n'a pas un tracking efficace? Et enfin, tout ce qui est configuration de reporting, licence d'outils encore, et le coût de gestion de projet. Tout le temps qu'on peut aussi passer en réunion. C'est du temps, donc c'est de l'argent. Surtout quand vous avez des gens comme nous qui vous vendent des honoraires. Ça va, on n'est pas si cher. Et donc, le coût de création. Alors ça, c'est le coût de... Ça, c'est finalement, je l'ai mis en dernier, mais parce que c'est finalement le coût qu'on s'imagine comme étant le seul pour une stratégie de contenu. C'est le coût de création, soit le coût de rédaction, de conception. Mais finalement, c'est une composante parmi tout ce qu'il y a à déployer. Et quand je parle de coût de création, il y a bien sûr le temps de passer et le temps d'intégration. On verra également que vous pouvez, enfin, je peux vous le dire maintenant, c'est que le coût de création, finalement, c'est un temps qui est un peu, c'est un temps que j'appelle finalement incompressible, parce que c'est un peu de la matière de l'esprit. C'est un peu compliqué d'avoir une idée en un temps donné spécifiquement, sauf si vous êtes en train de jouer à pyramide à la télé, éventuellement. Mais c'est pas facile de finalement se conditionner à un temps donné par rapport à de la ressource de cerveau. En revanche, sur le coût d'intégration, c'est du coût mécanique. C'est du code mécanique, se dire où est-ce que je peux gagner du temps sur le coût d'intégration. Avoir les bons formats, avoir des formats d'import, avoir des images déjà à la bonne taille, etc. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place pour gagner du temps au moins sur la partie mécanique. Donc je vous encourage à automatiser potentiellement tout ce qui ne vous demande pas du jus de cerveau de façon hyper active. Ça vous fera gagner du temps et vous aurez d'autant plus de disponibilité pour être créatif. J'ai une anecdote comme ça. Je travaillais dans une chaîne de télévision et c'était à l'époque où on avait ce qu'on appelait le projet Catch-up. Aujourd'hui, ça s'appelle le replay en France. À l'époque, c'était Catch-up. Enfin,
parce qu'on prenait le terme anglais, enfin bref. Et donc, on recevait les images des boîtes de production. À l'époque, elles n'étaient pas toutes normées par rapport au format catch-up. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui sur Netflix, vous voyez, il y a toujours les mêmes formats qui sont normés. Il y a le format de bande-annonce, le format de vignette, etc. Et bien, à l'époque, qui est-ce qui a dû retoucher toutes les photos pour les replays, pour cadrer dans les formats? C'est Bibi. Bon, pas longtemps parce que j'ai pété un plomb, mais après on a mis en place des scripts et tout justement pour gagner du temps, mais c'était pas si évident. Se dire là, on va mettre en place un script quand même. Sauf que comme toutes les boîtes de production avaient une manière de fonctionner différente, les têtes des personnages, elles étaient jamais au même endroit dans l'image. Alors si on faisait un script, on pouvait couper la tête du gars comme ça, un peu comme moi derrière le pupitre, vous voyez. Comment choisir ensuite sa ressource de création? Ça, d'un point de vue rentabilité, c'est une question parce que d'où vient la ressource implique le coût. Internaliser, c'est cool parce que quand on internalise, vous pouvez former la personne, elle est consciente du métier, elle devient elle-même experte potentiellement du métier. C'est un coût qui est amorti sur du long terme si vous gardez la personne ou si elle reste. Et le coût externe, c'est intéressant aussi, la ressource externe, parce que c'est quelqu'un qui potentiellement d'une agence ou un freelance, qui finalement voit les choses plus larges que vous, ne serait-ce que parce qu'il est exposé à d'autres métiers que le vôtre. Donc c'est aussi une ressource qui est intéressante. Le jugement au coût, après, c'est vraiment une question de gestion. Est-ce que je préfère avoir quelqu'un sur place ou à l'extérieur? Quels sont le volume à faire? Nous, il est assez fréquent que sur des typologies de contenu, on dise vraiment aux clients, non mais ça, autant le faire chez vous, c'est plus spécifique et non, on va repasser dessus. Enfin voilà, il y a quand même des modes de fonctionnement à avoir. Et vraiment, la chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que savoir écrire, ce n'est pas la même chose que de connaître un métier. Il y a plein de gens qui connaissent très bien leur métier, qui sont des experts dans leur métier, mais quand ils écrivent, c'est pas qu'ils font des fautes, c'est qu'on comprend rien. Voilà. Et il y a des tonnes de personnes qui sont très bons rédacteurs, qui sont très bons techniciens de la rédaction, au sens où ce qu'ils écrivent est intelligible, plausible, crédible, structuré. Et par contre, ce qu'ils disent, voilà, il y a des gens ça fait des scandales, quoi. Donc, ne confondez pas les deux. Et parfois, on a besoin de mixer les deux. Et ça, c'est une question de gestion de projet, finalement. Et c'est pour ça que je veux dire ne pas sous-estimer le temps de gestion. Mettez-vous en tête, gardez en tête qui valide vraiment. Quelles sont les étapes? Tout ça, si vous optimisez toutes les étapes, un projet de stratégie de contenu, c'est comme tous les projets. Il y a un démarrage, il y a un suivi, il y a des jalons, il y a des étapes de vérification, il y a des étapes de validation, il y a une validation finale, il y a une mise en ligne, etc. Donc c'est comme, vraiment, prenez-le, c'est comme tous les projets. Et surtout, alors ça c'est par rapport à la rédaction, estimez correctement vos compétences. Ne croyez pas que vous savez écrire si ce n'est pas vrai. Ne croyez pas que vous connaissez tout sur les capteurs optoélectroniques alors que vous avez passé un jour en stage là-bas et que vous savez rédiger. Donc vraiment, prenez conscience des compétences parce que si vous ne savez pas quelles sont vos propres compétences ou compétences qui sont internalisées dans votre entreprise, dans votre structure, vous n'êtes pas en mesure de choisir quelles sont les bonnes ressources et les plus rentables pour vos projets. Comment estimer le gain financier apporté par des contenus? Le calcul est différent en fonction du type de contenu. Un contenu qui est sur votre propre site internet, c'est un contenu que vous maîtrisez. Donc vous pouvez calculer un temps plus long d'amortissement de ce contenu, alors qu'un contenu type publicité display, c'est un contenu qui est éphémère. Les personnes qui font des campagnes social médias sur, je sais pas, Twitch, TikTok, Instagram, Pinterest, etc., faites-le, c'est bien. Mais n'oubliez pas que c'est du contenu que vous avez en location. C'est du contenu qui est éphémère. Donc vraiment, prenez mon idée derrière ça, derrière le niveau de rentabilité de ROI d'un contenu, c'est de se dire qu'il faut prendre les stratégies comme elles sont et assumer à quoi elles servent. Ce contenu-là, il est là pour rester sur mon site sur le long terme, pour que les moteurs de recherche et que les gens m'identifient comme étant une personne super experte de mon métier et confiance en moi, et donc achète chez moi. Ça, c'est une stratégie. Ce contenu-là, il est fait pour faire de l'exposition de masse, pour que les gens ils entendent au moins parler de moi une fois,
afin que si jamais il tombe sur moi dans les résultats de recherche, il clique. Voilà, ce contenu-là, il est fait juste pour mes investisseurs potentiels, afin de leur montrer qu'on est une super boîte, qu'on est rentable. C'est une stratégie. Ce contenu-là, il est dirigé vers les candidats potentiels parce que j'ai un besoin de recrutement fort. C'est une stratégie. Mais assumez chacune de ces stratégies et à quoi elles servent. Parce que si vous n'avez pas un objectif précis derrière un type de stratégie de contenu, vous n'êtes pas non plus en mesure de calculer son ROI, son niveau de rentabilité, parce que vous avez fait les choses comme ça. Voilà. Ce qui est très, enfin, que ça ne vous empêche pas d'être créatif et de vous faire plaisir, hein, mais il ne faut pas oublier la partie gestion. Et parfois, avez-vous assez de ressources commerciales? Parce qu'il nous est arrivé de temps en temps où les choses finalement elles cartonnent. Ça nous fait extrêmement plaisir, bien entendu. Mais au final, la personne derrière, l'entreprise derrière, la structure, bah, ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'elle n'avait pas assez de commerciaux. Donc vous envoyez, je ne sais pas, 15 litres par jour. Hein. C'est pas si énorme, 15 litres par jour. On se dit, ouais, c'est 15 coups de téléphone. Mais quand il y a une personne seulement pour les gérer et que tous les autres ne sont pas formés pour faire du commercial, finalement, c'est du temps perdu. Ne pas avoir les personnes derrière pour stocker, pour répondre aux potentiels clients, pour ne pas avoir le stock suffisant. Ça nous est déjà arrivé aussi, où des clients ont déployé des stratégies de contenu, mais n'avaient pas le stock suffisant à vendre. Bah, il y a eu du temps d'attente, il y a eu de la frustration derrière le client, et on a l'impression que ce dont je parle, finalement, ce n'est pas lié à la stratégie de contenu. C'est oui, bah, il faut qu'il gère son stock. Sauf que bah, non, en fait. C'est une question de timing. Si je mets en place une stratégie mais que je ne suis pas capable de vendre en face, ma stratégie n'est pas rentable. Et c'est extrêmement dommage, c'est extrêmement frustrant. Reconnaître la valeur d'un contenu. Donc ça, c'est par rapport aux stratégies. Est-ce un outil d'acquisition? Est-ce que vous faites des contenus pour attirer des gens? Est-ce que vous faites des contenus pour fournir un service aux gens? Ça peut être les deux en même temps. Hein. Ou est-ce que vous voulez créer des éléments qui font partie de l'identité et de la valeur de votre entreprise? Sachant qu'on peut faire tout ça en même temps, hein, mais identifiez-les. Si vous mettez en place des ressources de connaissances pour vos clients, finalement, vous êtes identifié aussi comme étant des prestataires, une entreprise qui est cool et qui fournit du conseil aux gens. Ça rentre dans la valeur et dans l'identité aussi. Le capital immatériel, pensez-y, c'est là où je veux en venir. Les contenus que vous créez peuvent faire partie du capital immatériel d'une structure. Le capital immatériel, ce sont des éléments financiers qui n'apparaissent pas vraiment au bilan, mais qui participent à la valorisation d'une structure. Par exemple, de dire, si je suis une start-up, de dire à ses investisseurs potentiels, nous avons déployé tant de guides, tant d'articles, tant d'informations pour nos clients. En fait, on a créé du service pour nos clients, on crée de la valeur, c'est du capital immatériel, ça se valorise. Ça se valorise. Et par exemple, parmi le capital immatériel, vous pouvez avoir un savoir-faire, c'est un capital immatériel. Vous pouvez avoir un brevet, c'est un capital immatériel. Et n'oublions pas, ça a tellement une vraie valeur que quand vous avez un capital immatériel, admettons, vous avez 500 guides dans votre poche, là. Oh, j'ai un super contenu, je suis super experte dans mon métier, j'adore le SEO, je veux monter une boîte. J'ai des guides expertise avec des informations géniales. Si ce capital il est assez valorisé, vous pouvez l'utiliser pour devenir associé d'une boîte. Il peut servir comme apport. Et c'est là, le contenu, finalement, a une valeur. On dépense de l'argent pour créer du contenu. On peut se dire que ce ne sont que des lettres, ce ne sont que des images, mais ça a une vraie valeur qui reste. Si ça n'en avait pas, on n'aurait pas de bibliothèque. Et vous ne paieriez pas d'abonnement Netflix et compagnie. Estimation du ROI selon le support de publication. Le CMS, erreur courante, erreur trop courante. Êtes-vous bien conscient de l'engagement contractuel que vous avez avec votre prestataire ou avec les gens qui ont créé vos contenus? Qui a vraiment la maîtrise de votre CMS? Qui héberge réellement? On a eu une mésaventure comme ça, où le client s'est vraiment un peu fâché avec son prestataire hébergeur, sauf qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait accès à rien au niveau hébergement. Il y avait quelqu'un comme ça qui pouvait se fâcher et tout couper d'un coup.
Ça, c'est un problème. C'est un problème. Êtes-vous en mesure d'exporter, récupérer la totalité de vos contenus? Pour tous les gens qui utilisent des CMS SaaS, qui sont déportés sur des solutions cloud, etc., vérifiez les petites lignes et vérifiez simplement si vous avez la possibilité simple d'exporter et de récupérer la totalité de vos contenus, que ce soit texte, images, son, vidéo, nombre de commentaires, date de publication, tous ces trucs-là. Dans le même style, on a fait une migration il n'y a pas très longtemps. Le format d'export de tous les articles était impossible dans la structure de la base de données de récupérer les dates de publication. Je ne vous dis pas comment ça a été l'enfer pour récupérer les dates. Et qui détient les droits? Est-ce que vous saviez, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait appel à des stagiaires ici pour rédiger des contenus sur leur blog d'entreprise? Vous pouvez lever la main rapidement pour voir. N'ayez pas honte, hein, c'est courant. Est-ce que vous saviez que depuis avant cette année, tous les contenus rédigés par des stagiaires ne vous appartenaient pas? Ils appartiennent aux stagiaires. Ça veut dire que vos stagiaires, là, les contenus qu'ils ont créés l'année dernière, ils peuvent vous appeler et vous dire « Non, tu mets tout hors ligne, sinon je porte plainte ». Ils peuvent le faire, c'est dans leur droit, parce qu'ils sont hors contrat de travail. C'est que quand c'est un contrat de travail de mission, enfin voilà, je peux faire un truc juridique, mais soyez conscients de ces petites choses. Et pareil pour tous les gens qui ont eu des stagiaires développeurs, c'est la même chose. Le code source rentre dans le droit d'auteur. Donc tous les stages de développeurs qu'il y a eu il y a 2-3 ans, sachez que si vous n'avez pas une clause spéciale ou fait un truc de cession de droit, ça ne vous appartient pas. Donc regardez un petit peu. Désolé pour les gens qui ont des outils ici. Vérifiez vos contrats tout à l'heure. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Mes aventures évitables, c'est peut-être la partie pour laquelle vous êtes venus. Alors, j'ai peut-être beaucoup soufflé parce que c'est des choses que j'ai vécues, donc il y a un peu un petit traumatisme en moi. Vous voyez, ça, c'est un de nos clients. Un de nos clients, vraiment. Quand je mets minimum ici, c'est le coût que nous avons facturé dans le cadre de ce projet. Et donc, ça veut dire que ça ne prend pas en compte les coûts d'avant que je vous ai mentionnés, les coûts de création, les coûts d'audit, les coûts de maintenance, etc. C'est que ce que j'ai facturé, moi, avec mes petites mains sur mon petit logiciel de CRM. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis minimum. Ici, que s'est-il passé? C'est une thématique conso. Thématique conso, on a déployé une stratégie de contenu, on était très heureux de nous. Thématique conso où nous étions premiers sur comment mettre un tampon. C'est des protections menstruelles. Voilà, donc c'est quand même des volumes de recherche très intéressants, hein, 8000, etc., avec des positions très intéressantes sur des thématiques conso. Franchement, je pense qu'ils faisaient du trafic. Que s'est-il passé? Ils se sont dit, bah tiens, aujourd'hui, on va arrêter notre boîte, parce qu'on a estimé que ce n'était pas assez rentable, la vente de produits elle-même, c'était un nouveau produit, etc. On s'est dit, bah tiens, on va arrêter notre boîte. Que s'est-il passé? Pouf, pouf. Voilà, s'ils ont arrêté leur site, etc. Sauf que ils n'ont fait aucune redirection, rien. Le truc, vraiment, il flotte dans les méandres de l'Internet, hein, comme ça, il divague, il vogue. Et surtout, cette boîte-là, en fait, c'est une boîte média. C'est une boîte qui a plusieurs sites de contenu, qui pourrait publier ses contenus quelque part. Sauf que les 10 000 € qu'ils ont dépensés chez nous, plus les coûts d'audit, plus les coûts de conception, plus le coût de gestion de projet, plus les salaires qui ont été derrière pour la validation, tous ces contenus-là, ils n'en ont rien fait. Je leur ai demandé la semaine dernière, ils n'en ont rien fait. Ils ne les ont même pas remis sur d'autres sites qui parlent de la même thématique. Vous imaginez l'argent perdu au niveau ROI? Même si un projet s'arrête, pensez à la vie derrière. La vie derrière. Optimisez les ressources. Faites du recyclage. Contenu e-commerce non validé. Classique. Bon, on fait des contenus e-commerce, on met tout. Vraiment, c'était des contenus pas faciles, hein, parce que c'était des contenus mode, un peu luxe, tout ça. Fallait avoir un ton spécifique et tout. C'est une des rares fois où j'ai écrit le mot chamarré de façon naturelle dans un texte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en contact avec les équipes internes, comme marketing, etc. Tout est validé. Chaque petite étape est validée. Sauf que nous apprenons, en fin de projet, avant mise en ligne, avant la sortie de la collection automne-hiver, donc moment important finalement pour une entreprise de prêt-à-porter,
qu'en fait, ils ne savaient pas parler du projet à leur vrai boss. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, rien en fait. Rien. Les choses, elles n'ont jamais été mises en ligne. Nous, on s'est dit, bois, ils nous ont quand même payé, mais bon, on est quand même frustrés, parce qu'on était content d'avoir un petit client sympa. Et surtout, en interne, pas bon rapport entre eux. Hein. Après, ça a été compliqué. Mais, finalement, parler des projets à son boss, celui qui paye pour de vrai, c'est intéressant. Lacune sur la communication interne. Gros projet, hein. 1 000 €, c'est pas rien. En tout cas, sur notre partie à nous. Ils avaient aussi 3-4 personnes dédiées en interne pour ça. On a tout donné. Vidéo d'interview, compte rendu, transcription de vidéo d'interview, mise en place d'une éditoriale, des wireframes, des contenus par-ci par-là, des brouillons V1, V2, V3, des validations juridiques. Donc il y a eu des coûts juridiques dépensés pour valider nos contenus. Vraiment, 6 mois de projet, nous avons sué des larmes de sang. Que s'est-il passé? En fait, les ateliers qu'on a mis en place, qui devaient nous permettre de faire des interviews pour connaître la façon dont les gens parlaient au niveau du métier et savoir connaître la façon dont ils parlaient à leurs clients, récupérer des informations. Grâce ou à cause de ces ateliers, ils se sont rendus compte en interne qu'ils ne connaissaient pas le métier du voisin. Donc en fait, ce qui s'est passé, la seule raison pour laquelle tout notre travail n'a pas abouti, tout le travail de nous et des équipes chez le client, c'est on ne sait pas. Vraiment, il s'est vraiment passé ça. Finalement, on ne sait pas, peut-être que non. Et là, c'est juste une lacune de chez eux, ils ne savaient plus quel était leur propre métier, quoi. Et ça, c'est très, très, très dommage. Et c'est dommage aussi pour nous. Nous, on a une vraie frustration parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus et qu'on aurait été très fiers de vous montrer ce projet. Vous voyez le nombre de dossiers? Je ne vous dis pas le nombre de fichiers dedans. Il y a des gens ici dans la salle, dans mon équipe, qui m'en ont voulu beaucoup. Hein. Bref. Ça, c'était pour mettre un exemple de page qui ne convertit pas. Imaginez-vous en top dans Google sur une requête concurrentielle et être super bien et qu'en fait, vous avez un moteur de recherche interne qui ne fonctionne pas. Vous avez déployé de l'argent en publicité, potentiellement ici de l'argent en pub dans le métro, à la télé, une stratégie de contenu en ligne, des newsletters, du social media, du LinkedIn, du Facebook Ads, du TikTok. Et même si j'y comprends rien, un TikTok, je sais que c'est utile. Mais, que se passe-t-il ici? C'est un marché, ils sont uniquement à Paris, ces gens-là. Bah, j'ai tapé Paris 18, hein, parce que j'aimerais bien acheter quelque chose dans le 18e arrondissement de Paris, vous voyez. Et j'arrive à Aubigny-sur-Ner. Donc, 0 stock, rien. En vrai, ils ont beaucoup de stock ici. Hein. Mais la inaccessibilité du produit, du service à acheter. Et ça, ce truc-là, vraiment, c'est une très grosse frustration parce qu'on se dit, OK, il suffit que quelqu'un passe une demi-heure, une demi-journée à régler un problème de moteur de recherche interne pour que tout le monde regagne de l'argent et paye des salaires et fasse tout plein de trucs. Je commence à m'énerver un peu, il faut que je me calme. Ah, ça c'est rigolo. Ça c'est un exemple. C'est mon dernier exemple. Je vous l'ai mis en dernier parce que c'est le plus rigolo. C'est des gens qui voulaient déployer leurs services à l'étranger. On travaille beaucoup pour des thématiques mobilité. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Et là, c'est des gens qui notamment, sont dans le domaine du vélo. Et ils voulaient déployer leurs services en Angleterre. Et donc, le vélo, en français, il y a plusieurs expressions pour dire le mot vélo. Vélo, bicyclette, biclou. Pour les Québécois, c'est le bicycle. Et ben, il y a aussi la petite reine. Vous connaissez ce terme? Sauf que faire un déploiement sur le marché anglais, avec une traduction littérale, The Small Queen, en Angleterre, dans un pays royaliste, en 2022, après les funérailles, c'est compliqué. Là, on aurait, à mon avis, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. On lui a dit non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils l'ont pas fait. Mais
Je suis très heureuse qu'il ne l'ait pas fait et je suis très heureuse qu'on l'ait vu avant qu'il mette en production. Et là, c'est aussi la valeur du conseil. Et j'ai un exemple basique comme ça, beaucoup plus simple, qui est un peu moins rigolo, qui parle encore de toilettes, mais on travaille pour des gens qui font de la rénovation de pièces, voilà. Et ils voulaient déployer une page rénovation de salle de bain, donc en anglais. Comment on dit salle de bain en anglais? Bathroom. Comment on dit toilette en américain? Bathroom. Ils voulaient faire une seule page pour toutes les langues anglaises. Je dis, ouais, mais là, les gars, en fait, selon le pays, c'est même pas la même pièce. Et rien que ça, en fait, rien que pour le fait de ne pas connaître la culture sur place, la culture de la langue, la culture par territoire, vous imaginez, je suis un Américain, je veux rénover mes toilettes. Bon, c'est un peu curieux de rénover ses toilettes toute seule. Bref, vous voulez rénover vos toilettes, et ben vous tombez sur la salle de bain, vous dites, mais c'est qui ces pecnos, c'est pas la bonne pièce. Donc en plus, il y a aussi cette notion il y a non-ciblage, pas le bon produit, et en plus, c'est pas très utile. Ce site, il est un peu nul. Et je voulais vous parler des suivis de guidelines dépassés. Qui a entendu parler, par exemple, de EAT, le truc de confiance de Google, le guide de bonne pratique. Et il y a aussi le Helpful Content Update. Et ça vous est déjà arrivé, vous, de dire, tiens, est-ce que quand je dois écrire faire partie de, est-ce que je dois mettre un E à la fin de partie? On a toujours des petits doutes comme ça, à force de voir les trucs mal écrits. Et ben, il est très fréquent que sur ce type de page, vous ayez un texte comme ça, de 500 mots, pour savoir si vous devez mettre un E ou pas, et vous devez chercher, comme dans une aiguille, au milieu d'une botte de foin moisie, ou s'il faut mettre un E ou pas à la fin de partie. C'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est que c'est un site de dictionnaire de grammaire, où finalement, pla, content update, pouf! Désolée pour le bruit. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc là, finalement, être utile, faire du contenu utile, c'est aussi ne pas faire du contenu qui ne sert à rien. C'est pas faire du contenu comme ça dans tous les sens. Et John Mueller lui-même l'a dit, c'est que finalement, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Il faut mettre le fait de mettre beaucoup de mots, ça n'a compté le contenu en termes de nombre de mots, ça n'a aucun sens. Parce que vous connaissez l'expression broder quand on écrit. Ben, c'est ça en fait. Finalement, pour moi, le content helpful content update, ça y est, bathroom, ok. C'est un peu le filtre, la mise à jour Google anti-broderie, vous voyez, c'est un peu ça. C'est nous on n'aime pas la mercerie, vous arrêtez, on y va, dites des trucs utiles. Et c'est le fait de dire il faut faire 5000 mots pour ranker, etc. Est-ce que c'est pas un peu dépassé finalement? C'est bon, pourquoi faire? En plus, vous dépensez de la ressource pour rien. Si vous dépensez de la ressource pour faire, je sais pas, 2000 mots par principe, parce que quelqu'un vous a dit de faire 2000 mots, mais que ces 2000 mots, ils racontent rien du tout. En plus, vous avez démotivé votre équipe parce que ça l'a trop gavé d'écrire des trucs qui servent à rien, dans tous les sens. J'ai des remarques comme ça tous les jours de mon équipe. Non, en vrai, on écrit des trucs utiles. Enfin, j'espère. Mais tout ça pour finalement se prendre un update et se faire dézinguer juste parce que quelqu'un un jour a compris qu'on racontait n'importe quoi. C'est quand même dommage. Donc, mon idée, mon conseil, mon vrai conseil, ne nous prenons pas la tête. Écrivons des trucs comme on pense qu'ils doivent être écrits et qui nous font plaisir et qu'on pense utiles. On sera toujours gagnant. Je vous ai dit que j'allais beaucoup souffler. Ça, c'est un client qu'on a récupéré. On l'a récupéré là, à peu près. Voilà, là. Je dis, oh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a tout perdu. Je dis, attends, je regarde. Bah, en fait, tout ton site, il répond en 404, quoi. C'est compliqué. Enfin, tout c'est désindexé, il n'y a plus rien qui se passe sur ton site. Pourtant, on a fait du contenu et tout. Ouais, mais en fait, ton contenu n'existe. Enfin, si, il existe quelque part, mais personne ne le trouve. Et voilà. L'influence du technique, ce n'est pas parce qu'on fait une strate de contenu qu'on ne doit pas s'occuper de la technique. La technique n'est pas une option. On reste sur le web. C'est comme si j'étais graphiste et que je devais fabriquer des affiches et finalement, j'utilise du papier calque pour le mettre en 4x3 dans le métro et que ça tombe.
C'est un peu la même chose. Il faut que vous ayez des fondations techniques fiables. Sinon, c'est bien dommage. Quelle conclusion? Regardez plus loin que le bout de votre petit nez. Pas de tête dans le guidon. Regardez plus large. Essayez de voir les implications réelles d'une stratégie de contenu. Quelles sont les réelles implications? Quelles sont les personnes que ça va engager vraiment? Quelles sont les ressources qu'on va déployer? Quelles sont les vraies dépenses qu'on va mettre en place? Parce que sinon, vous n'êtes pas en mesure de mettre en place vos stratégies, de la concevoir. Vous aurez du mal à mesurer ses vrais impacts. Et après, vous allez être frustré. Et finalement, être malheureux, c'est nul. C'est ça la vraie conclusion. Le malheur, c'est mal. Le mal, c'est mal. Vous voyez? Merci.